moi, l'argent a toujours été un moyen et pas un but. Je gère des montants beaucoup plus importants que plein de gens qui ont toujours couru après l'argent, qui avaient de l'argent plein la bouche mais rien dans les poches. Je me dis que pour réaliser ses rêves, il faut commencer par se réveiller. Parce que le soir, il y a plein de gens qui ont des 1000 idées et qui disent « Ah, ce serait génial, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça ». La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin. Passer à l'action. Ma première réaction, quand je vois un problème, c'est de dire « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec ça ?» Le plus grand piège, c'est d'avoir du succès et tout d'un coup de céder à la paresse ou pire, à l'arrogance. Et là, le succès, il va s'éroder. Et vous, aujourd'hui, Daniel, est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent ? Pour moi, ce qui est inspirant, c'est la générosité. C'est des gens qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour les autres. C'est l'empathie. C'est des gens qui sont capables de comprendre l'autre, de se mettre à la place des autres. C'est des gens qui ne cèdent jamais à l'arrogance des nouveaux riches, même quand ils ont réussi. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Daniel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir dans mon podcast. Je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que j'ai quand même l'impression que tout le monde vous connaît. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes Daniel, le fondateur du Paléo, le syndic aussi de la ville de Nyon. Vous êtes une figure publique que je ne connais pas, plus que ça, si ce n'est que de ce que je vois, de ce que j'en lis dans les médias. Je vous ai rencontré pour la première fois il y a environ 6 à 8 semaines dans le cadre d'un événement de travail. On parlait de presse locale, on parlait de l'avenir justement de la presse locale au niveau très régional. Et c'est comme ça que je vous ai rencontré et j'ai beaucoup aimé le côté très franc-parler, très accessible, très humain. Sur juste quelques minutes de vos échanges, voilà, je suis allée spontanément vers vous et je vous ai demandé si vous seriez d'accord de venir dans mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est gentil de m'avoir invité. Alors, comme je vous ai expliqué, Daniel, c'est vrai que le contenu de mon podcast, il est un peu freestyle dans le sens où on passe différentes thématiques en revue. On va parler un petit peu de vous, mais vu qu'il y a un long parcours, ça pourrait prendre le podcast entier. Donc, on va parler de certaines thématiques et c'est vrai que vous êtes plutôt sur la fin de la carrière plutôt que le début. Donc, je vais me concentrer parce qu'il y a pas mal d'informations qui existent déjà sur toute la partie de la création, de ce que vous avez dû mettre en place pour arriver jusque-là. J'aimerais qu'on parle aussi de vos projets après à vous, en tant que futur retraité, même si ce n'est pas encore le sujet du moment. Ça m'intéresse quand même de savoir, les gens, quand ils ont eu une telle carrière d'entrepreneuriat, derrière eux, c'est quoi en fait les perspectives qu'on peut avoir par la suite quand on a un tel engagement à la fois dans le monde public, que ce soit politique, culturel, qu'on a un tel impact et qu'on a été tellement actif, qu'est-ce qu'on entrevoit ? Et donc, si vous acceptez, ce serait aussi le sujet que j'aimerais bien aborder vers la fin de l'entretien. Avec plaisir. Alors, peut-être pour démarrer, j'ai une question à vous poser. C'est que vous avez déjà dépassé l'âge de la retraite, c'est juste ? C'est juste. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester actif ? C'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, on va parler de actif professionnellement, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a donné envie de continuer à occuper les fonctions que vous avez après l'âge officiel de la retraite, sachant que on a vu Trump là, qui vient de repasser, il n'y a pas d'âge pour s'arrêter non plus dans une fonction. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer déjà pour commencer ? En ce qui concerne Paléo, moi, j'avais vraiment pas l'impression de travailler. Okay. C'est un job passion. J'ai organisé mon premier concert, j'avais 19 ans. Puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc, si je n'ai pas travaillé, il n'y a pas de raison de prendre une retraite. Oh, la chance de voir ça comme ça. Donc, voilà pourquoi c'était une évidence pour moi de continuer, mais en même temps de réfléchir à la transition, parce qu'un jour, je ne serai plus là. Mm-hmm. Et c'est tout un processus qui a été mis en place. Les réflexions ont commencé il y a une quinzaine d'années. Ah oui, okay. Et progressivement, on a mis en place quelques règles pour la transition. Et là, récemment, on a adopté un nouveau règlement d'organisation du festival. On a modifié les statuts. Je viens d'être élu pour un dernier mandat de président exécutif de 3 ans. Et ensuite, je pourrais postuler que pour un dernier mandat
mais comme président plutôt en retrait, c'est-à-dire plutôt stratégique et moins impliqué dans l'opération. Mhm. Donc pour Paléo, c'était assez simple. J'avais envie de continuer, mais en même temps, on n'est pas éternel, hélas. À un moment, c'est la fin du spectacle. Mhm. Et puis, faut préparer la sortie, de manière à ce que ça soit serein. Quand il y a des fondateurs ou des personnes historiques qui quittent une entreprise, quelle qu'elle soit culturelle ou autre, il y a toujours un certain nombre de risques. Mhm. Et donc on a anticipé ça. On a eu un groupe de travail d'une 20aine de personnes dans lesquelles je n'ai pas participé, avec à la fois des permanents, donc salariés de Paléo. On a à peu près 70 postes quand même à l'année, et des bénévoles. Il y en a 5500 pendant le festival. Donc il y a un groupe qui a été accompagné par des gens externes pour réfléchir comment on pouvait envisager la gouvernance dans le futur. Ok, Et donc c'est programmé, c'est préparé. d'accord. J'ai encore un immense plaisir à être impliqué. C'est prévu que j'aille jusqu'au 50e festival en 2027 avec la fonction que j'ai aujourd'hui. Mhm. Et puis ensuite, je serai un petit peu en retrait, mais je resterai encore 3 ans pour le cas échéant donner quelques conseils au niveau stratégique. Encore 5 belles années devant vous, alors, avant de vraiment tirer la révérence. Oui, mais en fait, aussi longtemps que je suis en santé, en forme, Mhm. je vais continuer à m'intéresser de près à l'aventure de Paléo, avec un rôle qui va un peu changer parce qu'il faut laisser la place à d'autres. Mhm. À un moment, il faut que d'autres assument la relève. Et il faut simplement faire en sorte que tout soit prêt pour que ça se passe dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'en disant ça, je repense au Montreux Jazz Festival où on entendait beaucoup plus parler de Mathieu Jaton, qui prenait beaucoup plus de place déjà pendant cette longue période de l'avant, qui reprennent la direction générale du festival. Ici, après je ne suis pas la mieux informée non plus, mais je n'ai pas le sentiment non plus qu'il y ait forcément une figure de proue qui était comme une évidence. Et donc il y a eu une démarche un peu consultative et collaborative pour essayer de réfléchir ensemble comment allait se passer la suite, si je vous entends bien, et c'est en cours. Bon, c'est difficile de faire une comparaison avec Claude Nobs qui a fait un travail extraordinaire pour poser Montreux sur la carte du monde. Il avait une approche très, très différente de la mienne. Je pense que j'étais plus pragmatique, même si je suis passionné aussi. Et puis, Claude avait horreur qu'on parle de sa succession. Donc, Mathieu Jaton a finalement été plutôt dans l'ombre, fidèle, loyal. Mais on savait qu'il avait toutes les compétences pour le remplacer, mais il était hors de question pour Claude Nobs, qui est un dauphin désigné. Donc voilà, pour lui, si il n'était plus dans le Montreux Jazz Festival, il n'était plus personne. Donc à aucun moment il avait envie d'envisager d'arrêter. Moi, j'ai une position un peu différente. Donc vous l'avez dit, vous êtes plutôt pragmatique, un homme d'action, vous êtes encore dans l'opérationnel alors à certains moments. C'est juste ? Dans l'opérationnel, il y a pas mal de choses que je partage avec Mario Fossati, qui est le secrétaire général. Moi, je suis impliqué dans la communication, les finances, parce que c'est important, un tout petit peu dans la programmation, et puis surtout dans l'innovation. C'est-à-dire que ma notoriété et ma légitimité de fondateur me permet de donner des impulsions à l'innovation, parce qu'on sait que s'il n'y a pas une implication très forte du leader ou du patron, on peut appeler ça comme on veut, ou du capitaine, eh bien, il y a toujours un peu de résistance au changement. Donc, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse continuer dans l'innovation. Donc, je suis tout sauf un président conservateur en disant c'était mieux avant. Je me dis toujours que ça sera possiblement mieux demain, même si on passe parfois par des turbulences qui peuvent faire douter. Alors ça m'intéresse beaucoup puisque moi, vous le savez, dans le domaine de mon métier, je fais des études de marché et on est beaucoup axé sur l'innovation. Et vous avez tout à fait raison, quand l'innovation doit être portée par la direction en premier, sinon c'est plus compliqué à dérouler dans l'ensemble des équipes qui nous suivent derrière. Si j'ose vous taquiner, Oui. Si on avait fait une étude de marché Oui. au début du festival, il n'y a aucune étude de marché qui aurait dit qu'il fallait faire un festival. Il n'y avait pratiquement pas de festival en plein air en Suisse. Il y a eu un ou deux petits festivals, mais qui n'ont pas survécu. En France, il n'y en avait aucun. Il y en avait quelques-uns en Angleterre, dans les pays nordiques.
mais on était quasiment les premiers, ce qui fait qu'on a pu choisir nos dates. Mais ça ne résulte absolument pas d'une étude de marché. Alors je vous rejoins complètement, puisque moi je fais partie des personnes qui sont convaincues que les gens sont incapables de dire ce qu'ils attendent, ou ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient. Je fais partie des personnes qui font faire des études de marché en réaction à des propositions, des suggestions, des inspirations, des projets, ou quand il y a déjà des choses qui sont en balbutiement ou qui sont en bêta-testing. Donc c'est pour ça que de l'innovation pour moi, elle part d'un moment où on expérimente quelque chose, on regarde comment ça fonctionne, comment on veut améliorer, optimiser. On peut être ensuite à l'écoute de son marché et écouter les premières réactions des personnes, et puis se dire, OK, j'entends qu'ils aimeraient peut-être un peu plus ceci, cela, mais moi, finalement, en tant que porteur du projet et visionnaire, qu'est-ce que j'ai aussi envie d'amener dans les valeurs, dans le choix de la musique, les artistes que j'ai envie de rencontrer, les gens avec qui j'ai envie de m'entourer. Et c'est ça qui va donner en fait la tonalité, la couleur du projet qu'on va porter. C'est une question de risque, en fait. Quel risque on est d'accord de prendre? Parce que chaque fois qu'il y a de l'innovation, il y a un changement. Il y a d'un côté une résistance possible, puis d'un autre côté une très forte motivation parce qu'on est à l'abri de la routine. Donc il faut jouer avec ces forces qui peuvent être parfois antagonistes. Et puis notre méthode, elle était simple. Comme il n'y a pas de modèle, ou il n'y en avait pas en tout cas, nous on essayait. Et on se disait, on essaye, mais on essaye à des échelles qui ne sont pas mortelles. C'est-à-dire, on ne va pas prendre un risque qui pourrait entraîner la disparition du festival. Donc, on essaye. Si ça marche, on continue. Si ça marche qu'à moitié, on essaye d'étudier pourquoi ça n'a pas marché comme on voulait et on améliore. Puis si ça ne marche pas, on arrête. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ben, je vous rejoins complètement. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, le succès de Paléo, la recette du succès, sont des erreurs corrigées et puis des échecs surmontés, idéalement transformés en opportunités. Vous en avez en tête dans les 5 dernières années? Pas dans les 5 dernières années, mais... Même pas le Covid, ça n'a pas ouvert une opportunité, quelque chose Oui, le Covid a été une contrariété majeure et qui nous a obligés à réfléchir à un certain nombre de choses, à envisager toutes sortes de pistes. Il y en a très peu qui ont été retenues, mais on a quand même appris des choses et on a profité de cette période pour faire travailler nos équipes sur des projets innovants. Ces projets ne sont pas réalisés, mais ils ont donné des ferments d'idées pour d'autres projets. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'on avait des gens qui n'avaient pas de job. Pendant 2 ans, on n'avait pas de festival. Et pour garder l'esprit d'équipe, on a essayé d'imaginer des projets. On a eu la chance d'avoir des sponsors qui ont été d'accord de nous verser la moitié du contrat, du montant qui était prévu dans les contrats, pour nous aider à faire des projets. Alors, on a fait un livre, on a fait un film, on n'a bien sûr pas fait ça tout seul, on a fait avec des gens de l'externe. On a imaginé un certain nombre de projets, y compris un festival de petite taille. Donc on a essayé de faire des choses. Il y en a qui ont été concrètement réussis, et puis d'autres, ma foi, ça reste dans le tiroir des projets abandonnés. Il n'y en a aucun qui a vraiment perduré alors, de cette période-là, qui a été expérimenté, qui a été réalisé, mais on n'a pas maintenu alors sur la durée? Non, parce que tout ce qu'on a dû essayer d'imaginer, c'était plutôt un festival en plus petit. Par contre, on a profité de cette période pour travailler sur des projets d'innovation qu'on avait déjà avant, et on l'a considéré un peu comme accélérateur. Alors, on avait une contrariété qu'on a transformée en opportunité. C'était l'arrivée du dépôt d'Union Saint-Sergue. Pour nous, c'était une vraie contrariété parce qu'on perdait un bout de terrain et ça nous obligeait à une reconfiguration d'urbanisme du terrain. Et on a imaginé plusieurs solutions. Et chaque fois, je voyais qu'il y avait une sorte d'équilibre entre les gens qui ne voulaient pas trop changer et des gens qui voulaient plutôt un grand chambardement. Et je me suis dit, on ne peut pas construire l'avenir avec 49-51. Donc, c'est là qu'on a imaginé le projet que j'ai appelé Rupture, c'est-à-dire d'envisager quelque chose de complètement différent. Et là, on a complètement bousculé les choses en repoussant les limites qu'on s'était imposées, finalement, en essayant d'imaginer quelque chose de nouveau. Et là, on a une adhésion générale de l'ensemble des gens de l'organisation. Et il a fallu un petit moment pour faire ça. Et finalement, on a réussi, grâce à ça, à avoir un nouveau modèle d'urbanisme de la ville éphémère de Paléo, et qui est un magnifique succès. Aujourd'hui,
En fait, aujourd'hui, personne ne voudrait revenir au terrain qu'on avait avant. Ok. Alors qu'au départ, on a vraiment considéré que c'était une contrariété très pénible. Je suis obligée de vous poser la question, du coup, vu que vous êtes syndic quand même de la ville de Nyon depuis, je pense, une quinzaine d'années. Est-ce qu'il y a pas quand même des facilités alors qui sont permises de par cette double casquette où on a des contrariétés et qu'on peut plus facilement peut-être amener à trouver des solutions main dans la main avec le réseau qu'on a et avec les fonctions qu'on occupe. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, donc il doit y avoir des désavantages, hein, j'imagine, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des avantages à avoir cette double casquette? J'ai envie de dire que c'est un peu plus l'inverse plutôt. Les expériences que j'ai pu avoir avec Paléo, puis avec Expo 01, qui est devenu Expo 02, où il y a eu des épreuves difficiles, m'ont permis d'apprendre quand même beaucoup de choses. Et quand on est à la tête d'une entreprise, on a un risque que des factures ne soient pas payées, que des salaires ne soient pas versés, que demain ça n'existe plus, alors qu'une ville, on a une administration avec beaucoup de compétences, on n'est pas tout seul, on sait qu'on concrétise des projets qui ont été lancés par d'autres avant nous, et on sait que c'est d'autres qui vont terminer les projets qu'on est en train de lancer. Donc, bien sûr qu'il y a des difficultés dans la fonction politique. Mais c'est pas l'entrepreneuriat, quoi. C'est pas tout à fait la même chose, et il y a des modèles qui peuvent pas se dupliquer. Et bien sûr que j'ai appris beaucoup de choses dans mon rôle de syndic. Ça fait 16 ans que j'ai été élu. Mais je pense que j'ai aussi apporté beaucoup de choses des expériences que j'avais eues ailleurs, notamment de relativiser le problème. Quand on a un problème, en fait, souvent, le pire n'est pas si pire. Et quand on évalue les différentes solutions possibles, à de rares exceptions près qui sont dramatiques, il y a presque toujours quelque chose à gagner ou à apprendre d'une situation qui pose un problème. Il y a parfois des situations qui sont vraiment très pénibles et où on se demande qu'est-ce qu'on peut, on peut faire. Il y a des deuils, il y a des accidents, il y a des choses où il y a une responsabilité, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est assez dur de dire, c'est un mal, mais on va faire un bien pour ce mal, quoi. Mais donc, si on écarte cette situation que je qualifie de dramatique, dans à peu près toutes les autres, il y a souvent une possibilité de faire quelque chose. Et ma première réaction, quand je vois un problème, c'est de dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait gagner avec ça? Et pas seulement qu'est-ce qu'on pourrait perdre. Et dans cette situation, c'est quoi le pire? Quels sont les scénarios différents? Il y a le meilleur scénario possible, mais s'il est plus d'actualité, quels sont les scénarios les plus probables ou quel est le pire? Et tout d'un coup, on s'aperçoit en étudiant bien qu'en fait, le pire n'est pas si pire. Et que peut-être, tout d'un coup, il y a quelque chose à gagner. Et qu'en réfléchissant, en travaillant, on va peut-être, tout d'un coup, trouver une solution que j'appelle parfois en rupture. C'est-à-dire, on doit sortir du schéma qu'on s'était imaginé et qu'on s'impose forcément pour envisager autre chose. Le leader doit en permanence imaginer quelles sont les différentes solutions. Il doit presque toujours avoir un plan B en tête. Donc vous êtes pragmatique, optimiste, visionnaire, forcément. preneur de risques. Ben oui, mais c'est normal. Je veux dire, si on évalue les différents scénarios possibles, on n'est pas pris au dépourvu au moment où la situation devient difficile. Donc c'est ça. Je ne sais pas si je peux prendre l'exemple on part en randonnée, on doit regarder la météo et tout, bien sûr. On ne va pas partir si la météo est catastrophique, mais on peut être optimiste puis partir avec une météo qui est bonne, mais tout d'un coup qui peut changer. Ça dépend qu'est-ce qu'on a dans le sac. Et puis est-ce qu'on a déjà étudié une solution de repli? Est-ce qu'on a déjà imaginé un itinéraire différent? Est-ce qu'on est prêt à accepter de renoncer à aller jusqu'au bout pour sauver sa vie? Vous voyez, pour moi, la vision que j'ai entre... après, j'y ai pas travaillé, hein, mais dans une fonction politique, publique, où je vois un monde, de mon point de vue, assez figé, un peu à l'opposé d'une association qui est en mode agile, assez flexible, assez ouverte, très créative, où on peut amener justement ce qu'on veut. Le cadre est beaucoup moins figé. Et j'ai le sentiment que quand on est en politique,
ben voilà, on est dans un monde de compromis. Vous l'avez dit vous-même, on reprend aussi le travail qui a été fait par les prédécesseurs. On essaie d'amener, certes, un peu de notre touche et montrer avec une équipe aussi derrière qui était là déjà avant nous. Et j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus contraignant. Et donc, ce côté relativiser et avoir une vision orientée solution, je la vois très bien dans l'entrepreneuriat. Et j'ai l'impression que dans le domaine politique, ça va être une solution teintée de compromis. Et que pour moi, c'est pas les mêmes modes de fonctionnement. Mais peut-être je me trompe. Mais dans une entreprise, on doit faire des compromis. L'entreprise qui dit « moi je fais pas de compromis » ou le chef d'entreprise qui dit « moi je fais aucun compromis », il va avoir un problème. En tout cas, il ne va pas avoir une culture d'entreprise favorable, il ne va pas avoir un esprit d'équipe qui va engendrer une bonne performance. Ce qu'il faut voir dans l'action politique, il y a plusieurs paramètres. Un, on doit être exemplaire. L'administration, elle doit être exemplaire. Mais quand on veut être exemplaire dans plein de domaines, c'est difficile d'être exemplaire, par exemple, sur le plan économique. Si on veut s'occuper de toutes les politiques sectorielles, qui chacune ont un coût élevé, et elles sont toutes bonnes les unes comme les autres, nobles en tout cas, eh bien évidemment que ça va avoir un coût élevé. Ça va également allonger le calendrier. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des avis divergents dans une entreprise. Politiquement, c'est normal, puisque ça représente des sensibilités différentes des citoyens. C'est les règles du jeu. Et là, on doit évaluer la faisabilité politique d'un projet. On peut avoir un projet génial, mais si on est le seul à y croire, on ne va pas y arriver. Donc il faut essayer de trouver le bon chemin pour faire des majorités. Mais est-ce qu'on ne peut pas plus facilement embarquer nos équipes quand on a créé l'entreprise, enfin, du coup, ce n'est pas une entreprise, mais quand on crée le Paléo et qu'on recrute quand même son équipe, j'imagine au début, vous avez quand même recruté les gens avec lesquels vous vouliez travailler, vous avez créé votre équipe. Après, évidemment, elle a grandi, on a peut-être un peu moins, vous aviez moins la main peut-être quand c'est devenu aussi grand, puis il y a tous les bénévoles aussi derrière, mais vous les avez choisis quand même, ces personnes avec lesquelles vous vouliez travailler. Alors c'est clair que dans une municipalité, on doit travailler avec des gens qu'on n'a pas choisis. Mais si tout le monde fait un effort, sauf dans quelques situations dramatiques où on est avec quelqu'un qui ne comprend rien ou qui ne veut rien comprendre, s'il y a un respect des institutions et un respect entre les gens, on peut parfaitement travailler ensemble avec des avis divergents. Et puis ça peut même enrichir et améliorer la faisabilité politique du projet. Et donc, comment vous faites pour rester zen ? C'est quoi le secret pour, au niveau de ses émotions, de comment on se sent à l'intérieur ? J'imagine, de temps en temps aussi, ça monte, il se passe des choses à l'intérieur, et puis est-ce que ça transparaît pas ? Chez vous, comment ça se passe ? Comment vous gérez ce qui se passe à l'intérieur ou dans votre tête, et puis après la figure publique qu'on doit avoir, le discours qu'on doit tenir ? Est-ce qu'il y a des dualités, ou est-ce qu'en fait vous êtes... c'est très homogène entre ce qui est à l'intérieur et ce qui transparaît à l'extérieur chez vous, Daniel ? Bon, d'abord, dans la vie, on a parfois des épreuves qui sont quand même difficiles ou lourdes, qui permettent de relativiser certaines défaites. J'ai fait du sport, pas à haut niveau, mais avec beaucoup de plaisir. J'ai gagné des matchs, j'ai perdu des matchs. Vous jouez dans quel sport ? J'ai fait 40 saisons de hockey sur glace. J'ai joué au basket, j'ai joué au foot, j'ai joué au tennis, j'ai fait du golf. Et puis, voilà, on joue à son niveau. Et mon plaisir, il est aussi grand que quelqu'un qui joue à un niveau bien supérieur quand je marque un beau but ou quand j'ai du plaisir. Et puis, je ne suis pas complètement découragé parce qu'on a perdu. Donc, ça permet d'avoir un peu une distance par rapport aux autres épreuves, aux autres difficultés. Je veux dire, de perdre sur un vote, ce n'est pas dramatique. Dans le festival, on a beaucoup de fois eu des artistes qui disent non. On a eu plein de situations où on pensait que ça serait un oui, puis à la fin c'est un non. Mais on a aussi eu des situations où c'était un non, et puis à la fin c'est devenu un oui. Donc moi je suis toujours très prudent avec ça. Je me dis qu'un oui il n'est jamais définitivement obtenu tant qu'on ne l'a pas vraiment signé, tant que ce n'est pas fait. Mais qu'un non, il peut changer. Okay. On peut faire changer un non. Mais ça, vous diriez que c'est avec l'expérience, au fil du temps, que vous avez maintenant cet état d'esprit-là, ou vous l'aviez déjà à 40 ans ou à 25 ans ? Non, mais au début du festival, au début des concerts, moi j'avais plein d'envie, plein d'illusions, plein d'espoir, une conviction inébranlable. Mais enfin, l'espoir, c'est pas une stratégie.
Donc, il fallait bien essayer de voir comment on pouvait faire. Et puis des refus, j'en ai eu plein. Et malgré plein de réponses négatives, ben, j'ai quand même réussi. Et j'ai réussi avec plein d'autres gens. Et puis le collectif a été très fort. Moi, je ne pourrais pas travailler tout seul. Et le fait, d'ailleurs, j'ai presque toujours fait des sports collectifs, excepté le tennis ou le golf, mais je le fais toujours avec des gens. Et donc, là, on apprend quand même beaucoup de choses dans des situations de ce type-là. Au début, les gens, ils ricanaient par rapport à nos projets. Notre chance, c'est qu'ils étaient sceptiques. Les autorités étaient sceptiques, ne pensaient pas qu'on allait réussir. S'ils avaient su ce qu'on allait faire, ils auraient probablement aligné une longue liste de contraintes. Et là, ça a été notre chance. Ils étaient seulement sceptiques. Et puis, il y a plein de gens qui ne croyaient pas ou qui pensent, encore une fois, qui ricanaient. Mais c'est normal, quand on essaye de faire quelque chose de nouveau, de différent, eh ben, il faut convaincre, puis il faut se battre, puis il ne faut pas se décourager. Puis quand on a réussi ça, bon, on gagne quand même une certaine confiance. Alors c'est sûr, donc la confiance, elle vient aussi avec le temps. Maintenant, on peut imaginer que le paléo, c'est une grosse machine. Est-ce que malgré justement le poids des habitudes, les rouages, la taille, l'ancienneté aussi de maintenant de ce que c'est devenu, on pourrait presque parler d'une institution, est-ce qu'on est aussi agile que pour pouvoir prendre des décisions qui ont été prises dans les débuts? Au niveau maintenant peut-être plus du concept en lui-même, on parle beaucoup maintenant de digitalisation, d'expérience immersive, les grands écrans, on veut suivre ça sur les réseaux, on veut créer de l'expérientiel aussi sur place, aller au-delà de la musique. Comment vous voyez un petit peu par rapport à l'offre, au-delà de la restauration et des scènes, je vais dire, est-ce que vous avez une vision, un point de vue, des idées sur où amener ou comment va se développer le paléo à l'avenir? Peut-être une réflexion par rapport à l'agilité, c'est un mot qu'on emploie souvent. Je pense qu'il faut effectivement essayer de garder une flexibilité, en tout cas, par rapport à des choses. Et puis, il faut choisir ses innovations, choisir ses combats. Il y a des domaines dans lesquels on a vraiment voulu être les premiers. Et puis, il y en a d'autres où on a dit, ça, c'est pas un combat génial, c'est intéressant, mais on va d'abord observer ce que d'autres Vous font avez des exemples? et on décidera comme ça. Oui, des exemples, par exemple, la billetterie informatisée. On a été le premier grand festival à avoir des billets qu'on pouvait imprimer à la maison. On a mis en place tout un système avec LK, un partenaire à l'innovation, et où ont mis des ingénieurs et nous ont gratifié, je dirais, de centaines d'heures d'ingénieurs pour développer un projet. Et nous, on a fait l'application sur place. Nous, on représentait le festivalier, on représentait le spectateur. Et on essayait de voir comment ça pouvait fonctionner. Et donc, vous avez fait du bêta testing avec LK, quelque part? Oui, et puis aujourd'hui, LK a créé une société qui s'appelle Secutix, vend cette solution à des très grandes entreprises. Et ils vendent des millions et des millions de billets, et en partie grâce à ce développement qu'on a fait. C'est génial. Par contre, il y en avait d'autres, par exemple le cashless, où il y a d'autres festivals. Le cashless, c'est un bracelet où on doit mettre de la monnaie, et moi je trouvais que c'était une arnaque, parce qu'on devait payer pour pouvoir mettre de l'argent sur son bracelet, puis on devait payer une pénalité quand on voulait le reprendre à la fin. Et puis beaucoup de gens laissaient leur argent comme moi. Ben oui, et il y avait... moi, j'avais le sentiment que c'était pas correct pour le... C'est un système qui est bon pour le caissier d'une manifestation, mais qui est pas sympa pour le festival. C'est comme la monnaie. Il y avait des festivals qui avaient mis une monnaie. Il fallait échanger de l'argent suisse, en l'occurrence, ou français, ou enfin euro, contre une monnaie, mais une monnaie de singe. Puis à la fin, on ne pouvait pas la rembourser. Il va me rester des jetons. Voilà, des sortes de jetons. Et moi, je trouvais que ça, c'était pas une bonne idée. Donc on a attendu, on a observé, on a été voir à plein d'endroits comment ça fonctionnait. Et on a mis en place à la fin un système qui n'est pas un système cashless, mais un système dit de no cash, où les gens peuvent payer avec tout, sauf avec du cash. Donc on les prend pas en otage par rapport à ça. Moi, je donne juste deux exemples comme ça, mais dans tout plein de domaines, on s'est dit, on y va ou on n'y va pas.
Et puis, moi, je pense qu'on peut être assez costaud et agile. Le plus grand piège, c'est d'avoir du succès et tout d'un coup de céder à la paresse ou pire, à l'arrogance. Et là, le succès, il va s'éroder. Tandis que si on se remet en question, et c'est ce qu'on fait après chaque festival, on a même une tentation d'être un peu perfectionniste. Hein. Puis la dérive perfectionniste, elle coûte finalement relativement cher. Mais ça, c'est le souci d'une amélioration continue. Et puis des fois, on doit simplement améliorer ce qui existe. Puis des fois, on doit dire non, maintenant le modèle, il faut qu'on change. Puis là, il faut imaginer des solutions de rupture. Vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, alors ce n'est pas du tout le même type de festival, et il existe évidemment 36 000 concepts différents, mais le festival Burning Man dans le désert du Nevada. Je ne sais pas si vous... Je ne suis pas allé, mais je connais connaissez assez bien pour avoir rencontré pas mal de gens qui sont allés. Okay. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'y aller il y a un petit moment maintenant, c'était en 2013. Puis là, en fait, vous entrez. Donc, par contre, le billet d'entrée, il coûte dans les $400. Par contre, il n'y a pas d'argent du tout qui transite sur le site. Il n'y a rien qui se vend. Et vous devez arriver avec de quoi subvenir à vos besoins pendant la semaine, ou selon le nombre de jours que vous y restez. Et puis, tout se troque. Et rien ne se vend. Non, mais c'est une expérience intéressante pour des gens friqués quand même. Je veux dire, c'est pas la vraie vie. Ah non, c'est une bulle. On est dans un autre monde pendant une semaine. Mais c'est une expérience extrêmement intéressante. Il y a des gens qui ont beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. Il y a un élément qu'on doit leur reconnaître, c'est le côté innovation. Ils ont inventé un modèle qui n'existait pas. Et donc, c'est à la fois innovant et original. Donc, je peux que m'incliner devant cette démarche. Maintenant, ce n'est pas celle que je ferais. Non, voilà. Mais je me demandais, parce qu'il y a la musique, il y a la spiritualité, il y a l'art, il y a l'expérimentation. Est-ce que vous, parfois, vous allez aussi regarder un petit peu ce qui se passe, avoir des sources d'inspiration, de choses qui se font ailleurs dans le monde et se dire, ah ben tiens, peut-être ça, on aurait envie d'essayer, ou ça vient plutôt des retours de l'amélioration continue et plutôt de l'innovation incrémentale? Moi, je vais voir beaucoup de choses. Des festivals de musique, bien sûr, mais aussi d'autres événements. Et dans la musique, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il peut y avoir des festivals de musique électronique, des festivals de musique de métal, de musique classique, de toutes sortes de festivals dans des endroits et des pays complètement différents. Et là, j'en ai déjà vu beaucoup, et dans beaucoup de pays. Et puis, je vais voir des grands événements sportifs. Je suis allé voir quand même un certain nombre de tournois de tennis, dont celui de Melbourne, de Wimbledon, de Roland-Garros, et puis d'autres plus petits tournois de tennis. Je suis allé voir des grands prix de moto, des grands prix de Formule 1. Je suis allé très souvent aux Jeux Olympiques, Vous aimez l'événementiel. Vous aimez l'événementiel, les événements j'adore. vivants, ouais. Je vais voir des expositions universelles. Enfin, je vais voir plein de choses. Et il y a toujours des sources d'inspiration. Parfois, des choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire en se disant, oh là là, ça c'est un irritant. Ça, faut pas se lancer là-dedans. Et puis d'autres, ah ouais, c'est une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire qu'on va la copier. On dit, ah, ça, c'est inspirant. Peut-être qu'on pourrait le transposer chez nous et de le faire d'une manière différente. Je vous donne juste un exemple. Il y a un festival à Adélaïde, en Australie, que j'étais allé voir. Il y en a un qui était par rapport aux musiques du monde. C'était le WOMAD qui avait été lancé il y a pas mal d'années. Et moi, j'adore toutes les musiques du monde. Extrêmement intéressant, assez original. Je vois un truc, je dis c'est génial. C'était des boules de feu un peu, avec beaucoup des sortes de pots comme des pots de fleurs, mais à la place de ça des fleurs, c'était des mèches, et il y avait des flammes, et ça illuminait, et ça donnait un peu de fumée, mais beaucoup de poésie le soir. Je dis, mais c'est génial ce truc. Puis je vais discuter avec eux, puis au bout d'un petit moment, on se parle en anglais, puis au bout d'un moment, mon accent francophone ne faisait aucun doute, mais je me dis, mais vous avez un accent français, quoi. Hein? Effectivement, c'était des Français. Donc ils étaient en Australie, mais ils venaient de France. Puis j'ai dit, mais alors faut qu'on se voit. Et puis c'est là qu'ils m'ont dit, mais nous on a déjà écrit à votre festival. Puis on nous a dit non. Je dis, mais voilà, on a fait ça. Puis un autre exemple, toujours en marche, mais c'est pas au même festival, mais un autre festival à Adélaïde. Je suis allé voir, il y avait du théâtre de rue et des arts du cirque.
Et puis, nous, on avait depuis longtemps du théâtre de rue et du cirque. Et puis, nous, on avait une sorte d'arène, comme ça se fait souvent. C'est-à-dire, on avait une arène avec les gens, ils allaient au milieu, Ils expérimentaient, et puis... comme dans une sorte d'amphithéâtre roman. Mhm. Et c'est les artistes qui venaient, le public était à sa place et les artistes qui venaient. Là-bas, j'ai vu quelque chose qui était assez intéressant. C'est le public qui se déplace et chaque artiste a son installation. Et c'est le public qui va vers l'installation de l'artiste qui crée son atmosphère. Alors certains ont un chapiteau ou ont des gradins et tout ça, et là je me suis dit, ça c'est génial comme idée. Et puis il y avait un funambule qui passait en dessus et tout. Et là je suis revenu vers Patrick Chambas qui s'occupait du théâtre de rue, j'ai dit, il faut s'inspirer, c'est vraiment une idée géniale. Et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on a la rue. Je ne vous cache pas qu'il y a eu un peu de résistance parce qu'on sortait d'un schéma bien connu, mais on a dû expliquer à des artistes qu'il fallait que ça soit eux, en quelque sorte, qui invitent les spectateurs dans leur univers. Et ben voilà, ça c'est pour donner une idée, des inspirations qu'on a pu implémenter, parfois même améliorer par rapport à ce que j'avais vu. Et puis, ça fait vraiment très plaisir quand on peut faire ça. Oui, et puis je vois, ces expériences-là, vous les avez vécues vous-même. Donc, ce n'était pas juste des inspirations sur papier ou en vidéo, mais c'était du vivant, quoi. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, comment vous voyez ce secteur-là se développer? C'est que le paléo, c'est un super bel exemple de moments qu'on partage aussi en famille. On y va, nous, on y allait avec nos enfants quand ils étaient petits. Maintenant, ils vont bientôt aller camper tout seuls avec leurs amis, puisqu'ils grandissent. Nous, on fait beaucoup d'études auprès des jeunes. Il y a quand même, aujourd'hui, par rapport à la place de ces écrans, ils sont plus sur leurs écrans et moins dans ce faire et être ensemble. Il y a moins de fréquentation dans les lieux aussi de vie qui étaient hyper fréquentés avant par les jeunes. Ils se retrouvent chez eux ou à distance, mais connectés. C'est quoi un peu votre lecture par rapport à ce que vous avez pu observer ces dernières années au Paléo? Moi, je pense qu'il y a deux axes différents. Il y a l'axe, effectivement, d'un comportement complètement modifié, avec les téléphones variablement intelligents et les réseaux sociaux. On dit que ça rapproche des gens de loin, mais ça éloigne des gens proches, quoi. Et là, c'est un comportement différent, ma foi, il faut faire avec. Il y a des gens, ils vivent un concert en le filmant avec leur téléphone portable. Mais en même temps, il y a beaucoup de joie des spectateurs. Ce qu'on voit, c'est que l'expérience, elle est riche comme elle ne peut pas exister avec des amis qu'on a sur Facebook, Instagram ou d'autres. Là, on n'est pas dans le virtuel, on est dans le réel. Et les gens, même s'ils regardent leur téléphone, ils ont un immense plaisir à se retrouver avec des gens. Donc, il y a une émotion du partage, mais un vrai partage. C'est pas juste liker ou mettre un émoticône, c'est vivre quelque chose. Donc de ce côté-là, moi je suis très confiant dans l'avenir, parce que l'expérience, elle est très forte et très riche. Il y a une dimension sociale et quand même émotionnelle qu'on ne peut pas avoir sur un écran. Mais il y a un autre aspect, c'est que les premiers événements ont toujours été organisés par des gens passionnés qui étaient face à des gens qui doutaient, qui disaient « mais est-ce que c'est quoi ce truc ?» Et il y a beaucoup d'exemples dans plein de domaines où il y a des personnes qui étaient passionnées de quelque chose et qui ont dit « nous, on va créer un événement », que ce soit un festival ou toutes sortes d'autres événements. Et puis, après ce doute, le doute des banquiers, le doute des entreprises, où les sponsoring étaient accordés avec parcimonie ou que par des marchands de cigarettes. Et tout d'un coup, on voit que l'économie s'intéresse à ces événements. Et maintenant, on a une sorte de mondialisation et d'une commercialisation un peu à outrance des événements, avec des prix de billets qui sont complètement fous, avec un système de caste, avec des VIP de catégorie 1, 2, 3, et puis le spectateur lambda. Et ça, c'est une dérive qui m'inquiète plus que une modification de comportement avec
les écrans. Oui, effectivement. Puis le prix des billets qui augmente aussi parce que les artistes ont besoin d'être rétribués de par leurs prestations en live, donc ça augmente aussi. Bon, c'est un jeu de l'offre et de la demande. Mm-hmm. Comme Oui, il y mais a pour quelques les jeunes, festivals. si on parle des jeunes, le prix des billets, quand même, c'est un frein à un moment donné. Ça devient élevé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des festivals, tout d'un coup, ça fonctionne bien. C'est comme quand il y a une nouvelle variété de pommes. Et puis, cette pomme a du succès. Puis tout d'un coup, tous les paysans se mettent à faire cette pomme. Oui. Ben, au bout d'un moment, on va avoir un problème, quoi. Dans le cas précis, les pommes, on peut continuer de créer des vergers avec cette variété de pommiers, mais les artistes, ils ne peuvent pas se multiplier. Donc c'est une question d'offre et de demande. Oui. Il y a beaucoup plus de festivals, et dont certains n'offrent qu'une expérience relativement faible en termes de lien social, en termes de cadre de vie ou de qualité d'accueil. Mais par contre, les gens, ils y vont pour l'artiste. Et s'ils n'ont pas de tête d'affiche, ils n'auront pas de succès. Donc ils sont condamnés à avoir des têtes d'affiche. Et on a la même dérive que dans le football. Parce qu'il n'y a pas des petits festivals quand même qui fonctionnent avec des plus petits effectifs, des plus petites tailles et pas des oui, bien sûr, c'est pas. Mais comme il y a des petits clubs de foot, oui. Il y a on voit les salaires payés à des joueurs de football, mais ça peut être des joueurs de hockey aux États-Unis ou de basketball ou de baseball ou autre. Tout d'un coup, il y a une augmentation des salaires des joueurs, et puis on se dit c'est impossible, ça va pas marcher. Et puis il y a toujours quelqu'un qui va mettre tout d'un coup un peu plus d'argent. Donc voilà, moi j'observe cette dérive. C'est pas sans qu'elle m'inquiète un peu, bien sûr. Il y a une question d'offre et de demande. Et à la fin, ceux qui payent souvent, c'est quand même les personnes qui aimeraient acheter un billet, et les jeunes notamment, parce que tout d'un coup, ils vont devoir faire des choix. Mais quand on voit que des billets pour certains artistes à 120, 150, 180, 250 francs partent très vite, on se dit que il y a une commercialisation, et puis que les gens, parfois, ils font des choix. Mais ils payent quand même. Hein. Sur le sponsoring, là où vous avez plus la main, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile, donc vous l'avez dit, c'est plus facile d'attirer des sponsors qu'auparavant. Je n'ai pas fait attention la dernière fois, mais est-ce qu'il y a encore des cigarettiers sur le site du Paléo ? Alors il y a deux sujets, c'est le sponsoring et les cigarettes. Effectivement, oui, parce que... au niveau historiquement, les marques de cigarettes étaient présentes dans tous les événements pour les jeunes. C'était souvent les seuls sponsors, en tout cas les premiers ou ceux qui donnaient plus d'argent. Oui. À Paléo, on a une présence, on vend des cigarettes parce que c'est pas interdit de fumer, puis qu'on a un pourcentage des gens qui viennent au festival qui fument. On a une présence avec un contrat de sponsoring, mais qui est extrêmement discrète et qui n'est pas sur la communication. Maintenant, par rapport à la situation du sponsoring en général, j'ai un sentiment un peu plus mitigé. Aujourd'hui, on a plutôt une tendance à un repli général des entreprises par rapport à l'aspect sponsoring. Okay. Certaines entreprises continuent à faire du sponsoring de manière un peu différente. Certaines investissent des montants énormes, mais dans des projets très précis. Ça peut être la voile, ça peut être la Formule 1, ça peut être la Champions League. Voilà. Donc il y a quelques grands événements qui drainent des montants très très élevés de sponsors, y compris pour les added value de leurs clients lors de certaines compétitions. Ça peut coûter des fortunes, quoi. Et ont tendance à être plutôt en repli sur un certain nombre d'événements culturels ou sportifs qui n'ont pas le même niveau. J'avoue que je suis un petit peu surprise. Et puis j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps. Vous voyez qui c'est, Christophe Vanière de École 42 Lausanne. 42 Lausanne, c'est le système d'école gratuite pour l'informatique sur le modèle de Xavier Niel. Son nom me dit quelque chose, mais je ne connais pas le projet. Donc si vous voulez, lui, il a repris le concept d'ouvrir une école qui est financée que par les entreprises, donc du mécénat, ou en tout cas du sponsoring, mais pas institutionnel, mais des entreprises, pour pouvoir former des personnes, soit des jeunes ou des gens en reconversion dans l'informatique, parce qu'il manque énormément de talent dans ce domaine-là. Et il galère à trouver, on parle d'1,2 million francs de frais de fonctionnement. Chaque année, il galère à trouver les entreprises qui vont être d'accord de financer l'école, alors qu'il a vraiment pensé initialement
que ce serait facile de convaincre. Bon, il a eu Swisscom dans les premiers et il n'a vraiment pas imaginé que ce serait un de ses plus gros défis. Ah non, mais c'est pas facile du tout. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui veut lancer un événement ou créer une fondation pour un projet ou un autre, même si le projet est génial, C'est ça. il va y avoir une certaine retenue. Les politiciens ont tendance à voler au secours de la victoire. C'est-à-dire, ils aimeraient bien être sur la photo si ça marche, mais ils n'aimeraient pas que leur nom soit cité si par hasard ça ne marche pas. Donc forcément, c'est une forme d'attentisme qui est encore plus fort que la prudence. Pour les sponsors, ce qu'il faut voir, c'est que le centre de décision sont déplacés. On a des gens, si on prend Jean-Claude Biver, qui a eu Hublot et d'autres marques, qui a remonté Blancpain et tout. Je lui avais dit une fois, les décisions que tu as prises en matière de sponsoring, où il a fait des coups de génie, si c'était ton directeur du sponsoring, si tu avais été directeur du sponsoring et pas patron, mais tu te serais fait virer. Parce que ce qu'il a proposé, c'était très audacieux et c'était génial. Mais maintenant, il y a le centre de décision, il est déplacé, il est de moins en moins local. Oui, il a proposé quoi spécifiquement? Je ne sais pas, il a proposé à l'UEFA, par exemple, de mettre le logo sur les montres qui indiquent le temps supplémentaire. Ok. Oui. Et il n'y avait personne qui l'a fait. Et c'est juste génial. Et il a pu le vendre à un très bon prix. Il se trouve qu'il était à Nyon, que l'UEFA est à Nyon, que Biver et Platini, c'est un peu des mêmes personnalités qui ont envie de faire plein de choses, qui ont plein d'énergie, etc. Même mindset, ils sont et ils ont fait des choses que si ça avait été traité au niveau des responsables de marketing, je comprends. Ça ne serait jamais marché. Donc en fait, pour avoir de l'innovation dans le domaine du sponsoring, il faudrait pouvoir s'adresser au top management. Mais souvent, ils sont loin, quand ce ne sont pas des gens qui viennent de je ne sais pas quel pays et qui n'ont aucune connaissance du marché d'ici. Donc, les compétences des filiales de grandes entreprises sont de plus en plus faibles par rapport à un certain nombre d'années. Ce qui explique qu'il faut remplir je ne sais pas combien de tableaux Excel pour essayer de comprendre quel va être le retour sur investissement et qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont assez frileuses. Malheureusement, il ne nous reste déjà plus que 15 minutes. On arrive sur le dernier bout de l'entretien. J'ai pas le sentiment que vous êtes quelqu'un qui vous y été motivé par l'argent, que sur après je ne vous connais pas, hein, mais en tout cas j'ai pas le sentiment que vous cherchiez l'exit là, puisque vous l'auriez fait il y a un moment, je crois. Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de votre carrière que vous auriez envie de transmettre à des gens, peut-être pas les jeunes de 25 qui se lancent, mais peut-être plus les gens comme moi dans la quarantaine, qui ont encore un bon bout de chemin, qui sont milieu en fait, qui ont encore un bout de chemin entrepreneurial ou autre à faire. Qu'est-ce que vous avez appris sur cette deuxième partie de votre parcours, entre 40 et maintenant, que vous auriez envie de transmettre, comment on a encore la niaque à 70 ans de continuer, et votre vie privée aussi, vous avez une femme, des enfants qui sont grands, des petits-enfants, comment on fait pour que tout tienne? Est-ce qu'il y a des pans de votre vie qui se sont effondrés, ou j'ai pas géré parce qu'on peut pas être bon partout, ou au contraire, comment on fait pour que tout tienne? Je pense qu'il y a au moins deux aspects. Un, c'est le rapport à l'argent, l'autre, le rapport à l'échec. Pour moi, l'argent a toujours été un moyen et pas un but. Et finalement, je gère des montants beaucoup, beaucoup plus importants que plein de gens qui ont toujours couru après l'argent, qui avaient de l'argent plein la bouche, mais rien dans les poches. Pour moi, l'argent, il faut en parler peu, mais bien, sinon on en parle tout le temps. Et ça a toujours été dans mon état d'esprit. C'est un moyen pour réussir quelque chose, c'est pas un but. J'aime bien c'était un entraîneur dans le cyclisme qui avait dit à ses coureurs, si vous courez pour gagner la course, vous allez peut-être gagner de l'argent. Si vous courez pour gagner de l'argent, vous ne gagnerez jamais de course. Et je trouve que c'est assez juste. L'autre, c'est le rapport à l'échec. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec est formateur. Et ceux qui ont peur de l'échec, c'est sûr qu'ils ont intérêt à rester peut-être dans une autre position. Après, il n'y a pas que des numéros 1, il faut des numéros 2, il faut des numéros 3, il faut des gens.
Il y a des gens qui aiment bien aller tout seul, puis et avec des tout petites structures, il y en a d'autres qui aiment mieux jouer le collectif. Mais le rapport à l'échec, il est vraiment très important. Une fois, j'ai fait une intervention lors d'une remise de diplôme à des jeunes qui avaient fait une formation. Et puis je leur ai dit, n'ayez pas peur de l'échec. Et je leur ai raconté un peu ce que j'avais fait. Puis je leur ai dit, vous êtes bien mieux formés que je l'étais au moment où j'ai organisé mon premier concert. Vous avez des outils qui sont bien plus performants que ceux que j'avais quand j'ai commencé. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de l'échec, puis savoir comment on va affronter l'échec. Quand on a un échec, on apprend beaucoup de choses, sauf s'il est mortel, bien sûr. Mais on apprend, je dis pour l'entreprise ou pour la structure, on apprend plein de choses. Quand on a du succès, il y a peut-être un facteur chance, il y a peut-être d'autres facteurs. On ne sait pas vraiment pourquoi on a eu du succès des fois. Mais quand on a un échec, si on l'analyse, on va tirer des enseignements. Puis on va pouvoir apprendre, puis on va pouvoir faire quelque chose. Et puis ça donne un peu d'humilité aussi. Et puis un peu de réalisme, et puis ça donne une touche de pragmatisme supplémentaire. Et c'est pour ça le succès, c'est comment on fait pour que les rêves et les envies se réalisent. D'abord, on dit que pour réaliser ses rêves, il faut commencer par se réveiller. Et que si... Parce que le soir, il y a plein de gens qui ont des 1000 idées et qui disent « Ah, ce serait génial, on préfère ça, on préfère ça, on préfère ça ». La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin. Il faut passer à l'action. Est-ce qu'on commence à faire quelque chose? Est-ce que le lendemain, on fait des téléphones, on essaie de rencontrer des gens, on fait un concept, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça la différence. Puis, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de toujours prendre des risques, mais jamais avec des conséquences létales. Ça veut dire, on essaye, et on améliore, on corrige, etc. Et si c'est un échec, ben on change de fusil d'épaule. Et puis, on apprend avec ça. Et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensiez des entrepreneurs qui s'endettent, qui trouvent des investissements auprès de banques ou auprès d'investisseurs pour lancer des concepts et qui espèrent en 5 ans, en 3 ou 5 ans, pouvoir revendre leur entreprise avec une plus-value et puis... Bon, c'est une motivation, et puis il y a quelques réussites qui font rêver les gens. Là, on a une approche financière. En général, il faut quand même qu'ils aient un peu de talent. Ça ne suffit pas de vouloir faire de l'argent. Donc, effectivement, à partir du moment où des gens ils ont un certain talent, qu'ils essayent d'en tirer le meilleur sur le plan économique, on peut pas leur reprocher ça, parce qu'après, ça leur permettra peut-être de faire d'autres choses. Puis, il y a de temps en temps des belles réussites. Je veux dire, il y a des joueurs de tennis qui font fantasmer des millions de jeunes qui jouent au tennis. Il y a des footballeurs richissimes qui font aussi fantasmer tout plein de gens. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut voir combien il y a de joueurs de tennis qui vivent vraiment correctement de leur métier par rapport au nombre de licenciés qu'il y a dans le monde. C'est archi faible. Mais ça fait rêver. Ça inspire. Moi, c'était ça que je voulais aussi avec ce podcast, c'était rencontrer des gens qui m'inspirent, qu'ils aient réussi ou qui soient en train de lancer quelque chose. Et vous, aujourd'hui, Daniel, est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent? Est-ce que vous avez des modèles, des gens que vous suivez, vivants ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes, des noms qui vous viennent à l'esprit? Moi, j'ai plein de sources d'inspiration. Il y a des gens que je respecte beaucoup. J'admire leur talent. La personne, il faut la connaître un peu plus pour savoir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un talent extraordinaire, mais qui sont détestables. Mais peu importe. Je veux dire, peu importe. Non, mais si on regarde un peintre, une peinture. Ah, dans ce sens-là, parce que je ne la voudrais pas dans mon équipe, hein, si cette personne mais, est détestable. Mais je ne partirais pas en vacances avec le peintre. Il y a des artistes sur scène. C'est génial ce qu'ils donnent. Puis, parfois, ils sont un peu détestables. C'est parfois leur entourage qui fait aussi que c'est détestable. Donc, il faut faire la différence entre le talent et la personne. Il y a des gens qui ont un talent extraordinaire, mais qui peuvent dire des insanités en dehors de ça, ou qui ont un comportement qui n'est pas exemplaire. Donc, avant de dire « j'admire », oui, ça peut être inspirant.
bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent être inspirantes. Moi, souvent, je regarde, je dis, c'est génial ça. Mais je me prononce surtout par rapport au talent. Pour pouvoir parler de personnes inspirantes, ben, faut quand même un peu les côtoyer. Pour moi, ce qui est inspirant, c'est la générosité. C'est des gens qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour les autres. Euh, c'est l'empathie. C'est des gens qui sont capables de comprendre l'autre, de se mettre à la place des autres. C'est des gens qui ne cèdent jamais à l'arrogance des nouveaux riches, même quand ils ont réussi. Oui, ça, là, sont des personnalités qui m'inspirent. Pour terminer, vos projets à vous, est-ce qu'il y en a déjà qui se dessinent par la suite? Est-ce que vous avez oui, des envies, des projets, au-delà de vos activités actuelles qui vont encore vous occuper quelques années? Je crois que la politique, ça se termine l'année prochaine. Non, dans 2 ans, c'est juste? Dans 1 an et demi maintenant? Alors, je me prépare effectivement, j'ai été élu jusqu'au mois de juin 2026, je ne me représenterai pas. Donc, c'est sûr, je fais une petite liste en disant qu'est-ce que je vais regretter, puis qu'est-ce que je ne vais pas regretter. C'est une jolie façon de voir les choses. De se préparer. Avec une fonction politique, c'est pas la même chose parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va poursuivre. J'espère qu'il démolira pas tout. Et puis il y a des gens qui étaient avant. Il faut faire bien la différence entre la personne et la fonction. La fonction offre un certain nombre de privilèges, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. Je veux dire, bien sûr, on signe tous les courriers désagréables, donc il y a des gens qui sont fâchés contre moi, mais ils sont fâchés contre la fonction. Oui. Ils ne sont pas forcément fâchés contre moi. Donc il faut bien faire la différence. Il y a des privilèges qui n'existeront plus parce qu'ils sont réservés à la fonction. Ça sera pour le suivant. Mais quoi comme privilège, par exemple? Ah, mais on a plein de privilèges quand on est actif dans un domaine, alors, politique ou ailleurs. Quand quelqu'un arrête un job, mais c'est le suivant qui va l'avoir. Oui, mais vous, c'est quoi comme privilège qui va vous manquer, par exemple? Donnez-moi un exemple concret pour que je me projette. Moi, je suis invité dans un nombre incroyable d'événements. J'ai la chance de rencontrer des gens au plus haut niveau un peu partout. Je côtoie des gens, mais c'est la fonction. Je comprends. Je ne vais plus être invité à tous ces beaux événements. Donc ceux-là, je vais peut-être un petit peu les regretter. Mais j'ai aussi un certain nombre d'inconvénients, de gens fâchés ou autres, où j'aurai moins de regrets, ou des séances à l'autre bout du canton à 7 h le matin. Ça, je vais un peu moins les regretter, quoi, hein. Donc, moi, je me prépare sereinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un vide. Mais j'ai déjà une liste, j'appelle la liste bleue. C'est tout ce que j'ai envie de faire et de visiter, que ce soit des voyages, des événements, des musées, des vallées, des lieux. Et donc j'ai une jolie liste. Et puis ben, si j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir le faire. Non seulement il y a la liste, mais aussi des gens. C'est-à-dire il y a des choses que j'ai envie de faire avec des gens. Ben, ça sera l'occasion de dérouler cette liste bleue. Et pourquoi la liste bleue? Moi j'aime bien le bleu. Et puis en fait c'est ce que j'avais fait quand je me suis présenté à la syndicature en 2008 de Nyon. J'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'abord, on m'a appelé en disant on pense qu'on a besoin de toi à Nyon. On a besoin de quelqu'un comme toi. J'étais hors parti. Et puis, c'était une situation assez particulière. Sinon, je ne serais jamais allé, quoi. Et je m'étais dit, ouais, bon, c'est un peu casse-gueule ce truc. Et j'ai fait une liste de ce que je devrais abandonner si j'ai été élu syndic, et puis ce que j'allais garder. Et puis tout d'un coup, en voyant tout ce que je devrais abandonner, je me suis dit, mais si je suis prêt à abandonner ça, peut-être que c'est le moment de l'abandonner quand même. J'étais dans je ne sais pas combien de fondations, conseils de fondation, comités d'association, conseils d'administration, j'avais quand même pas mal de trucs. J'ai dit, ok, tout ça j'arrête. Je me suis dit, mais je vais avoir du temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce temps si le temps que j'ai prévu pour l'action politique, je ne suis pas élu? Puis, j'ai fait une liste que j'ai appelée la liste bleue. D'un coup, je me suis dit, mais enfin, si je ne suis pas élu, c'est quand même assez sympa, quoi. Et donc, j'étais prêt à... Bien sûr que ça aurait été un échec, puis j'aime pas trop les échecs, mais j'avais déjà un plan B.
Et j'avais déjà plein de choses que j'aurais pu faire. Et vous avez quand même coché des petites choses dans cette liste entre-temps? Mais bien sûr, parce qu'à la fin, si je prends ma liste bleue, 8 sur 10, j'ai quand même pu les faire, quand bien même j'étais simple. Mais c'est pas possible, mais comment vous faites? Il y a un monde parallèle où on peut vivre des choses, on n'est pas au courant ou bien? Comment vous faites? On a le même nombre de minutes dans la journée? C'est incroyable. Parce qu'à un moment, je me suis dit, ok, là, je suis à fond. Mais de temps en temps, je regardais cette liste, puis je disais, mais je pourrais quand même le faire. J'avais un rêve, c'était d'aller en Alaska. Un autre, c'était d'aller en Nouvelle-Zélande et puis d'aller à Hobart voir un musée qui est complètement fou. Et puis j'avais envie d'aller, je voulais aller par exemple à l'Open d'Australie. Et puis ça me semblait impossible parce que l'Open d'Australie, il est mi-janvier. Mi-janvier, il y a il y a du travail à la ville, etc. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai dit à mes collègues, écoutez, j'aimerais bien aller à l'Open d'Australie, ça veut dire que je vais manquer un peu de 2 ou 3 séances. J'espère que vous êtes OK pour que je m'offre ça. Et donc voilà, je me suis organisé et je suis allé à l'Open d'Australie. Je suis allé voir en Tasmanie, le musée qui est un peu fou, il est à Hobart en Tasmanie, et c'est aussi un rêve d'aller là-bas. Je suis allé en Alaska, etc. Est-ce que vous êtes allé, parce que pour moi la vie de couple est extrêmement importante, est-ce que vous êtes allé en couple? Alors c'est variable, je suis allé en famille, je suis allé aussi... Il y a un certain nombre de choses que j'ai fait seul, parce que je pense que peut-être que des couples durent longtemps aussi quand chacun vit ses expériences. Et moi, je suis tout le temps avec des gens. Tout le temps. Et de temps en temps, d'être seul, là, je me suis baladé, quand je suis allé en Australie, j'étais seul. Mais en fait, je rencontre toujours des gens, et je connais des gens un peu dans le monde entier, ce qui fait que je suis jamais seul très très longtemps. Mais j'ai fait des voyages seul, et je trouve que c'est hyper ressourçant. Je me couche quand j'ai sommeil, je me lève quand j'ai plus sommeil, je mange quand j'ai faim, et je rentre dans un musée quand j'ai envie et je sors quand j'ai envie. Quand vous êtes en équipe ou en groupe, il y a plein de choses géniales, mais enfin, c'est pas le même rythme. Donc de temps en temps d'avoir ce luxe, c'est quand même bien. C'est presque la liberté. Mais je voudrais pas ça tout le temps. Moi, j'adore être avec les gens. Mais de temps en temps, d'être seul. Et puis c'est là que des fois j'écris des choses. Je dis, ah ouais, et j'écris, je fais des dessins, je fais plein de choses. Et puis j'essaye d'inventer des choses. Daniel, merci beaucoup pour cette heure que vous venez de me consacrer. Et aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, c'était très riche, très, très touchant. Je vous remercie beaucoup pour la qualité de l'échange, l'authenticité. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous interviewer aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est bien aimable, merci beaucoup. Merci.